Bienvenue au balado L'Astuce, le balado pour les conseillers en sécurité financière, les planificateurs financiers et les conseillers en placement. Dans ce balado, nous recevons des experts qui touchent de près ou de loin l'industrie. Avocats, notaires, comptables, fiscalistes, journalistes, économistes, hauts dirigeants et bien plus. Bon balado! Bienvenue au balado L'Astuce. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que je suis vraiment content de recevoir. Je reçois Chantal Lamoureux, présidente, chef de la direction de l'IQPF. Merci Chantal d'être ici aujourd'hui. Merci de l'invitation, ça me fait super plaisir moi aussi. Chantal, je veux qu'on parle, avant de commencer à discuter de l'IQPF et tout ça, j'aimerais ça qu'on parle de toi. Okay. Chantal Lamoureux, ça fait 2 ans là, que tu es à l'IQPF, mais le background, un peu de background dans le secteur financier, mais ailleurs aussi. Fait que pas tout le monde qui connaît Chantal Lamoureux. Fait que Chantal Lamoureux, c'est qui? Qu'est-ce que tu faisais avant l'IQPF? Qu'est-ce qui t'a amené à l'IQPF aussi également? Ben merci, ça me fait plaisir. Je suis habituée de parler de planificateur financier puis de planification financière, mais je vais parler de moi. Moi, je suis une passionnée de développement des compétences. J'ai fait ma carrière là-dedans. La moitié de ma carrière dans le service financier. Donc, j'ai été, entre autres, à la Banque de Montréal, où un de mes premiers grands projets, c'était de mettre sur pied la première cohorte de planificateurs financiers à la BMO à l'époque, là, début des années 90. Fait que ça dit depuis combien de temps je suis dans le métier. Et j'ai travaillé pour des grandes banques, un grand cabinet comptable. J'ai tout le temps été en ressources humaines, mais ma passion, ça reste le développement des compétences. Puis ça m'a amené, juste avant l'IQPF, je travaillais pour un ordre professionnel, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, qui est mon ordre. J'étais directrice de la qualité de la pratique. Puis est arrivée l'opportunité de l'IQPF avec un beau mandat de moderniser l'Institut, d'amener ça vraiment à un niveau d'Institut de classe mondiale. Ça m'a beaucoup, beaucoup interpellée. Puis depuis, je dirais que je suis la fan numéro 1 des planificateurs financiers et des planificatrices financières. Mais l'IQPF n'était pas de bas brun, tu sais. Je pense que l'IQPF avait quand même bien suivi, mais c'est vrai qu'il manque peut-être un petit quelque chose pour que ça soit up-to-date aujourd'hui, puis c'est ça le mandat, j'imagine, qu'on t'a. Oui, c'est un mandat d'évolution. Je pense qu'effectivement, l'IQPF a tout le temps été de son temps. Par la qualité des contenus, ça a fait sa très grande crédibilité dans l'écosystème financier québécois, puis au-delà des frontières aussi du Québec, on est reconnu partout, définitivement, avait pris le virage de la formation à distance bien avant d'être obligé par la pandémie, etc., ce qui a fait que quand cette pandémie-là est arrivée, l'IQPF a réussi à diplômer les gens, à faire des examens. Il n'y a pas un PF qui a perdu son permis parce qu'il n'a pas pu faire sa formation continue. Donc, était déjà là. Fait que c'est une évolution vers continuer justement dans ce sens-là, offrir de la formation encore plus performante dans des sujets encore plus de pointe. Donc, c'est ça que je fais depuis 2 ans avec la merveilleuse équipe de l'IQPF. Puis toute la communauté des planificateurs financiers, je dirais, pour moi, c'est bien important de travailler pour les planificateurs financiers, mais avec les planificateurs financiers. Donc, dès mon arrivée, j'ai parlé avec beaucoup de gens. J'ai fait une tournée virtuelle parce qu'on est en 2020. Mais j'ai rencontré des centaines de praticiens de partout, notre sorte de contexte de pratique. J'ai entendu les défis, les enjeux, ce qui passionnait les gens. Fait qu'on travaille de cette façon-là à faire évoluer l'IQPF parce qu'on sait de nos jours, on ne peut pas se contenter du statu quo. Là. Si on veut continuer à garder cette position-là, il faut continuer à évoluer puis à investir. C'est intéressant d'être proche des membres de l'IQPF parce que justement, nous, comme spécialistes, on est là-dedans, puis les administrateurs, fait que le fait de s'approcher, ben, c'est là qu'on comprend un peu plus les réalités. Puis, qu'est-ce qui est sorti dans tes constats de tournée avec les planificateurs financiers? Y a-t-il quelque chose qui est ressorti de façon majeure? Y a-t-il quelque chose, un concern qui est sorti de... Beaucoup de choses, c'est certain. Je te dirais, une des premières choses, c'est la volonté de faire connaître la profession et de la faire reconnaître. Donc ça, c'est très, très important pour les planificateurs financiers. Puis moi qui est une conseillère en ressources humaines agréée, là, une CRHA,
je vis dans ma profession les mêmes enjeux. Là. J'entendais des choses, puis je disais, oh my God, c'est la même chose qui anime ma communauté, à moi aussi. On est des professions jeunes. Tu sais, quand on se compare là, à des avocats, puis des médecins, puis des comptables, puis des dentistes, c'est une profession qui est jeune. Donc, on a des défis de jeunesse de faire connaître et reconnaître la profession. Donc, ça, c'est extrêmement important. Puis, dans notre nouvelle planification stratégique là, qu'on a travaillé avec le conseil d'administration, qu'on a dévoilé au congrès l'année passée, vraiment, là, dans la mission, on l'a mis, on est les leaders du développement et de la promotion de la profession. Donc, plusieurs actions dans ce sens-là. Actuellement, si on parle un peu plus du QPF, là, on est combien maintenant, l'QPF? Près de 5 000 planificateurs financiers, puis c'est très stable. Ouais. C'est très, très stable. Là. J'avais montré un graphique au dernier Assemblée générale annuelle. Là. Depuis 10 ans, il en rentre à peu près 300 par année, puis il en sort à peu près 300 par année. Fait qu'on augmente, là, mais à peine, dans la dernière année, on a augmenté de 20. Là. Fait que bon. Et près de 40 % des planificateurs financiers ont plus de 50 ans. Fait que, comme je dis souvent, j'espère qu'ils sont en forme, bien en santé et qu'ils ont l'intention de travailler longtemps. Mais c'est sûr qu'il faut attirer des gens. Donc, beaucoup d'initiatives pour attirer la relève, pour faire connaître la profession auprès de la relève, pour que les gens, soit quand ils sont aux études ou soit quand ils sont dans une profession, décident d'aller vers la planification financière. Parce que, tu sais, au-delà de la pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît, les planificateurs financiers, il en manque. Ah, c'est sûr. Parce que des spécialistes en planification de retraite, en planification de décaissement, si je regarde, hier, je donnais une formation, puis on regardait la courbe démographique du Québec, là, qui est très dans la soixantaine. C'est des gens, je ne dis pas que les gens en bas de ça, ils n'ont pas besoin de plan financier, mais eux, clairement encore plus, surtout au niveau du décaissement. Évidemment, je ne dis pas que les planificateurs financiers sont meilleurs qu'un conseiller en sécurité financière, un représentant en épargne collective. Souvent, ils le sont aussi. Mais clairement que comme planificateur financier, je suis mieux outillé parce que j'ai été formé vraiment pour monter ce genre de scénario-là. Enfin, selon moi, pas selon moi, mais la question que je te pose, est-ce qu'il y a un manque des planificateurs financiers? Puis j'imagine que ça fait partie du plan de développement de l'UQPF. Oui, définitivement. Moi, je crois qu'il en manque. Il en manque au Québec, il en manque au Canada. On a sorti récemment avec notre partenaire qui est FP Canada un livre blanc qui a été écrit par un groupe de recherche qui s'appelle Strategy Corp pour démontrer le lien sur la résilience financière de la planification financière. On a pris le cadre situationnel de l'EQPF, on a fait le lien entre les éléments du concept de résilience financière. Donc, ça, c'est un papier très, très important là, qui est disponible. Vous pouvez le trouver facilement sur le web. Et on a des discussions avec des décideurs, des politiciens, autant au provincial qu'au fédéral, pour justement faire reconnaître un crédit d'impôt remboursable pour les gens qui font affaire avec des planificateurs financiers. Donc, ça, quand je disais, c'est une façon de faire connaître, reconnaître. Mais on a beaucoup d'écoute de la part des décideurs parce qu'effectivement, ils voient le lien entre la planification financière, l'approche holistique, la vision globale, les liens, l'intégration qui est faite, puis le concept de résilience financière. Puis dans un monde dans lequel on vit, oui, il y a la démographie, mais il y a le contexte financier là, qui est pas mal hors de contrôle. Là. Il arrive toutes sortes de choses que... il y a un an qu'on parle de faillite des banques. Là, il y avait peut-être une couple de personnes très proches de ce milieu-là là, qui pouvaient prévoir ça, mais le commun des mortels n'avait pas ça dans son champ. Là, c'était dans notre angle mort. Mais c'est plein d'affaires qu'on ne contrôle pas. Mais ce qu'on contrôle, c'est effectivement de faire un plan financier puis l'impact que ça a sur le mieux-être financier des gens. Fait que moi, j'y crois beaucoup. Je crois aussi que la technologie va emmener peut-être l'accès pour des gens qui ont peut-être moins d'actifs ou qui ne sont pas prêts à payer nécessairement, mais il va falloir voir comment et à quelles conditions. Puis on travaille ça, encore une fois, avec notre partenaire FP Canada, là, parce que c'est des enjeux, pas juste au Québec. Partout au Canada. Ouais. Comment on fait pour augmenter le nombre de planificateurs financiers? Parce que
Moi, je regardais comment il y avait de membres à la Chambre de la sécurité financière, entre 30 et 32 000, tout dépendant des années. Puis là-dedans, il y a 5 000 planificateurs financiers. Donc, tu sais, déjà là, je voyais une opportunité en me disant, moi, je suis conseiller en sécurité financière, je suis représentant en épargne collective. Pourquoi actuellement, je ne fais pas les démarches pour aller chercher mon titre de planificateur financier? Parce qu'il y a beaucoup d'institutions financières qui vont reconnaître ça. Il y a beaucoup de réseaux de distribution qui reconnaissent de plus en plus ça parce que on en parlait un peu avant, mais la rémunération des planificateurs financiers, en théorie, selon certains chiffres de certaines institutions, est un petit peu plus élevée, même des fois significativement plus élevée que quelqu'un qui ne l'a pas. Donc, comment que je fais pour dire aux gens, hey, ça serait peut-être une bonne idée. Je comprends que demain, il ne peut pas avoir 30 000 planificateurs financiers de plus, mais passer de 5 000 à 6 000 via les membres actifs et non pas nécessairement juste des nouveaux membres qui sortent de l'université. Puis vous êtes très présent à l'université, fait que je pense que c'est bien. Tu sais, les gens ils sortent de l'université en disant, ben, moi, je veux devenir planificateur financier, mais dans les murs, des fois, c'est juste des enjeux de parcours académique. Les gens disent, ah, ben, j'ai pas de bac, fait que je peux pas. Mais moi, j'aimerais ça qu'on discute de ça. Il existe des programmes pour atteindre ça. C'est pas un titre qu'on ramasse dans une boîte de céréales, on s'entend. Là, il y a des équivalences à faire puis il y a du travail à faire, mais ça peut être accessible sans nécessairement retourner 10 ans à l'université. Effectivement. C'est sûr que ça demande des efforts, ça c'est certain. Mais comme tu dis, je pense que le jeu vaut la chandelle. Après ça, oui, il y a l'aspect rémunération, mais il y a l'aspect aussi de faire une différence dans la vie des clients, d'apporter du sens à sa carrière, ça c'est certain. Oui, il y a différents parcours. Puis l'année passée, justement, sur notre site, là, sur comment devenir planificateur financier, il y a une espèce de questionnaire là, qui te pose quelques questions. Puis là, il te permet de dire, OK, voici ton plan de match. Là. On dit, on a un bon plan de carrière pour toi. Donc, quelqu'un qui a de l'expérience dans un des domaines de la planification financière. Fait que généralement, quand on parle de représentants en épargne collective ou de conseiller en sécurité financière, ça rencontre cette condition-là. Donc, au moins 3 ans d'expérience dans un des domaines peut effectivement faire des programmes intensifs. Il y a l'Université Laval puis il y a la TELUC qui offrent des programmes intensifs qui permettent d'accéder à ce qu'on appelle à l'EQPF au programme exécutif. Donc, le programme exécutif permet justement d'aller dans chacun des domaines puis d'acquérir les connaissances. Ça se fait tout à distance. Puis à chaque fois que je fais un des modules du programme, je passe un examen puis là, je m'en vais à l'autre. Et quand j'ai fait ça, je peux faire mon programme de formation professionnelle. Fait que c'est sûr que ça se fait pas en 6 mois, là. C'est du travail, c'est certain. Mais moi, ce que j'entends des gens qui font ça, c'est qu'ils trouvent que c'est des choses qu'ils peuvent appliquer tout de suite. Tout de suite dans leur quotidien. Fait qu'ils trouvent ça intéressant de faire un cours, puis là, tout de suite, d'être capable d'en parler avec des clients, des collègues, de réajuster leur façon de faire des choses. Fait que c'est très pratico-pratique. Puis c'est pas juste quand tu as le diplôme, c'est sûr que c'est quand tu as le diplôme, tu peux avoir le permis puis t'appeler planificateur financier. Mais au fur et à mesure que tu acquiers des connaissances puis des compétences, les gens, ils se sentent déjà plus compétents, ils se sentent mieux, ils l'utilisent, puis ils voient la différence avec leurs clients. Fait que ça, c'est encourageant, ça donne de l'énergie pour continuer à mettre les efforts. Donc, il existe plein de possibilités. Moi, j'encourage les gens à faire ce questionnaire-là, puis après ça, si c'est pas clair, d'appeler à l'EQPF, là, puis il va y avoir des gens qui vont regarder c'est quoi le parcours. Mais moi, je dis souvent, c'est une profession très inclusive. Ça vous tente d'embarquer là-dedans, là, il y a une façon d'y arriver. Il y a une façon. Tu parlais de quelqu'un, mettons, le programme intensif qui vient, mettons, de la TELUC, l'Université Laval. Ça, c'est quelqu'un qui a pas de background de bac. Oui, effectivement. Par contre, quelqu'un qui aurait un bac en géographie puis qui a de l'expérience dans le service financier, lui, il n'est pas obligé de faire ce parcours intensif-là. Il peut aller directement au programme exécutif s'il a l'expérience. Oui, ou il peut même faire l'examen d'équivalence. Donc, l'examen d'équivalence, soit qu'il y a assez de connaissances puis il passe au complet, puis ça lui permet d'aller à la formation professionnelle, ou peut-être que ça va lui dire non, il faudrait que tu fasses le module de fiscalité du programme exécutif. Fait que peut-être que ça va
réduire le nombre de modules du programme exécutif que tu vas avoir à faire. Donc, ça peut être effectivement un chemin intéressant, soit le programme exécutif ou l'examen d'équivalence. Moi, j'encourage les gens, en fait, peu importe le parcours académique, faites justement ça en ligne parce que, ça va vous donner une idée de qu'est-ce que vous avez à faire. Puis après ça, j'ai rencontré beaucoup de gens dans les dernières années qui m'ont dit « Ah, c'est trop chargé ». C'est sûr que c'est trop chargé si tu le fais en 1 an. Mais, ça peut s'étirer, ce programme-là. Comment qu'on dit, Chantal, à peu près un module du programme exécutif prend à peu près 24 heures, pas une journée, mais 24 heures en termes de temps, il y en a 6. Ça peut s'étaler sur 1 an sans trop de problèmes, limite sur 2 ans. Après ça, le cours de formation professionnelle, moi, je pense que ça se fait à mettre ça dans notre agenda. Il faut qu'on se forme, de toute façon. Fait aussi bien se former dans quelque chose qui, à la fin, va me donner ce titre-là. Puis c'est pas juste pour le titre, aussi, c'est pour les compétences qu'on va rechercher en arrière de tout ça. Fait il y a des chemins qui sont possibles. Mais il y a des gens qui me disent, par exemple, j'aimerais ça d'entendre là-dessus, pourquoi je deviendrais planificateur financier? Ça coûte cher, il y a vraiment plus de UFC, plus de formation. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là? Parce qu'il y a des gens qui doivent laisser le titre à la fin de l'année juste parce que ça commence à être pas mal de formation. Mais on répond quoi à ces planificateurs ou ces futurs peut-être planificateurs financiers? Oui. Ben, je pense que dans le monde dans lequel on vit, il ne faut pas penser en termes d'UFC. Il faut penser en termes de compétences et de valeur qu'on apporte aux clients. Donc, moi, la majorité des planificateurs financiers, c'est pas les UFC, c'est le sujet, c'est les compétences, c'est l'impact que ça a. On a fait un sondage auprès du grand public, là, des consommateurs cet automne, puis on leur demandait s'il y avait un plan financier. Fait que c'était très intéressant. C'était 1 répondant sur 2, là, un petit peu plus qu'1 sur 2 qui avait un plan financier. La grande majorité l'avait fait avec un planificateur financier. C'était intéressant. Et en plus, on voyait l'impact. Fait que ces gens-là, ils disaient que malgré le contexte économique, ils n'avaient pas changé leurs habitudes de consommation. Puis malgré le contexte économique, ils gardaient le cap sur leurs objectifs financiers. Fait que c'est ça l'impact du planificateur financier. Ça aide les gens à atteindre leurs objectifs financiers, peu importe le contexte. On leur a demandé aussi, on a été capable de voir que ceux qui ont un plan financier, il y avait un fonds d'urgence. 80% avaient un fonds d'urgence qui pouvait couvrir leurs besoins pendant 6 mois. Donc, c'est ça. Mais ça, il faut maintenir ses connaissances et ses compétences à jour. Il y a toujours des choses qui arrivent qui sont nouvelles. Donc, ça, et les gens qui ont la passion du client, là, ils ne le voient pas comme faut que je fasse des UFC. Ils font comme qu'est-ce que je vais aller chercher pour mieux servir mon client. Puis ça fait partie de leur planification annuelle. Comme planifier ses vacances. On a besoin de vacances, on a besoin de s'entraîner pour rester en forme, on a besoin aussi d'entraîner nos compétences pour rester sharp pour Parce que ça évolue tellement vite. Tu sais, là, aujourd'hui, au moment où Chantal, on tourne ça, on est le 21 mars, il y a un budget provincial qui est annoncé aujourd'hui. Évidemment, si je ne me tiens pas informé, probablement je vais échapper des trucs, puis c'est mon client qui va perdre. Donc, juste pour mon développement professionnel, c'est sûr qu'être sharp, je vais le mettre entre guillemets comme ça, ça va m'aider dans tout le volet rémunération que je vais avoir, ça va m'aider, mais ça va aussi aider mon client. Donc, finalement, tout le monde gagne là, de se former. Moi, ce que je vais emmener aussi, dernier point, c'est... Je sais que tu es quelqu'un de très dynamique. Fait que j'imagine qu'il y a des beaux projets qui s'en viennent à l'UQPF. Fait que c'est quoi les nouveaux projets? J'ai entendu des affaires en écho, on s'est parlé des trucs. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre là, comme planificateur financier des nouveaux projets que l'UQPF va déposer cette année ou l'année prochaine? Il y en a plusieurs parce qu'avec le conseil d'administration, on a refait la planification stratégique comme toute organisation. Là, aux 3 ans, on regarde où on veut aller, qui on veut être, puis comment on veut se rendre là. Donc, on l'a présenté au dernier congrès. On veut mettre l'accent sur justement évoluer pour être un institut de formation de classe mondiale, un chef de file, offrir de la formation
à l'ensemble des professionnels des services financiers. Donc, on a commencé cette année, par exemple, en offrant un forfait illimité, ce qui permet aux gens, pour moins de 2000 $ d'avoir accès à autant de formations qu'ils veulent à l'EQPF. Donc, ça revient vraiment pas cher du UFC si tu es fait tout avec nous. Mais dans les produits, on a commencé dans le PDOM, on a une série d'entrevues avec des experts sur le marché immobilier pour vraiment bien comprendre le marché immobilier au-delà de ça monte puis ça baisse. Là. Il y a plein de nuances là-dedans. Je te dirais que 2 projets qui vont sortir en 2023 qui sont extrêmement importants. L'équipe travaille très fort là-dessus. Un, le guide des compétences. Le guide des compétences, je le dis souvent, c'est la colonne vertébrale de la profession. Donc, avec le guide des compétences, on va venir définir, oui, les compétences techniques, mais les savoir-faire et le savoir-être. L'EQPF, c'est toujours concentré sur le technique. C'est parfait. Mais là, maintenant, le monde sont vraiment sur le savoir-être. Et ça, c'est important pour la relation de confiance, pour l'accompagnement de qualité avec les clients. Donc, on est en train de définir tout ça. Puis ce que ça va vouloir dire, entre autres, pour les planificateurs financiers, bien, ils vont pouvoir s'auto-évaluer, faire leur plan de développement, on va pouvoir leur proposer de la formation en lien avec ça. Puis quand je parle d'auto-évaluation, il y en a des fois qui ont peur, ils disent « Ah, qui c'est qui va voir ça? » Personne ne va voir ça. On ne donnera pas ça à votre employeur. Je ne le verrai même pas. On ne le verra même pas. Nous, on va voir des tendances, on va voir des chiffres. Mais je trouve que ça va être extrêmement intéressant. Je pense que les gens, ils veulent se faire un portrait, etc. Puis ça, on est en train de le faire. Entre autres, on consulte plein de gens. Il y a plus d'une centaine de planificateurs financiers, planificatrices financières qui ont travaillé avec nous là-dessus. Fait qu'on est bien contents. On va le dévoiler au congrès en septembre. L'autre grand projet, c'est le premier programme de spécialisation de l'EQPF. Je pense qu'on est rendu là dans l'histoire de l'EQPF. On a travaillé très fort l'année passée à savoir c'était sur quel thème. Ça va être sur le thème de la planification financière pour desservir des entrepreneurs. Donc, les entrepreneurs, on le sait, au Québec, on a une économie de PME, il y en a plein. Et en plus, on sait qu'il va y en avoir beaucoup qui vont se transférer, donc beaucoup qui vont se reprendre. Et c'est important de voir l'impact sur la planification financière personnelle des entrepreneurs, peu importe le stade de développement de ton entreprise, que tu songes à quitter une job comme salarié pour t'en aller en business, à ton entreprise être en croissance, être en décroissance, que tu es en train de planifier ton transfert, c'est quoi ton impact? Et ça va être vraiment sur les savoir-faire et savoir-être. Comment, justement, j'entretiens ce lien de confiance-là avec les entrepreneurs. Donc, c'est extrêmement intéressant, un parcours très dynamique, très dans l'action, des modules qui vont se faire autant en asynchrone qu'en cohorte avec des groupes, en pairage avec quelqu'un d'autre, en mise en application dans son milieu. Puis avec, effectivement, à la fin, là, un examen pour acquérir un badge numérique. Parce que là, vraiment, on a commencé les badges numériques. Maintenant, les gens qui reçoivent leur diplôme, ils reçoivent un badge numérique. Et là, on s'en va là-dedans pour le programme de spécialisation, mais aussi pour l'ensemble de la formation continue. Mais ça, c'est quand même intéressant. Puis ça, on s'entend un lancement de tout ça en 2023 ou 2024? Ah, 2023. On va faire un pilote là, au début de l'été. Puis au congrès, on lance ça encore cette année. Là, puis on espère. En tout cas, on entend beaucoup de bonnes choses par rapport à ça. Les gens ont hâte. C'est notre premier. Je pense que je n'ai pas encore les sujets pour les autres, mais je pense qu'il y a de la place pour faire de la spécialisation, puis il y a un appétit pour ça de la part des planificateurs financiers, donc on s'en va là-dedans aussi. C'est vraiment intéressant. Puis si Chantal, je vais le dire à mon nom, au nom des autres planificateurs financiers, que je vais parler pour eux autres, bravo. C'est très coloré, je pourrais le dire comme ça actuellement. À l'EQPF, on voit qu'il y a beaucoup de projets, on le sent, même si on n'est pas inside, on le voit, on l'a vu dans les derniers congrès. C'est dynamisé, il y a une bombe là-dedans. J'imagine que tu en fais partie, donc félicitations. L'équipe qui vient avec ça aussi. L'équipe aussi, on a créé une équipe à l'interne qu'on appelle la vice-présidence développement qualité de la pratique.
Le vice-président, c'est Salomon Gamache, qui est un planificateur financier. Il y a une gang de planificateurs, de planificatrices avec lui, des gens qui viennent de différents contextes de pratique, différentes spécialisations, qui travaillent sur les contenus avec lui. Donc, extrêmement intéressant. Puis avec notre partenaire au CFP Canada, on fait des choses intéressantes. Entre autres, cette année, on a fait une initiative qui s'appelle FinTelec pour étudier justement tout l'impact des technologies sur la pratique de la planification financière. Et on a travaillé avec des gens partout à travers le Canada, différents backgrounds. C'était extrêmement intéressant. Là, on a ciblé 3 questions de recherche. Il va y avoir des équipes de recherche qui vont creuser ça, dans l'impact des technologies sur l'accès à la planification financière, j'en parlais, mais sur les compétences. Qu'est-ce que les planificateurs financiers vont devoir maîtriser comme compétences? Puis comment on peut influencer le développement des technologies en planification financière. Donc ça, c'est des choses qu'on fait pan-canadiennes qui sont extrêmement intéressantes. On a revu nos valeurs là, dans la planification stratégique. Je suis contente d'entendre ce que tu me dis parce que vraiment, on s'est doté de valeurs d'agilité, d'ouverture envers les planificateurs, les planificatrices financiers, des valeurs de considération des gens, de leurs particularités, de leur contexte de pratique, d'ouverture, je l'ai dit, puis d'enthousiasme. Donc, je suis contente de voir que ça sent déjà. L'équipe est là-dessus, puis on est très, très, très contents. Il y a une belle équipe autour de tout ça. Oui. Chantal, merci d'être venue au balado aujourd'hui. Congrès du QPF, pour les membres du QPF, ben, c'est à l'automne, à Charlevoix. Oui, 21-22 septembre, un super congrès. L'équipe a encore pensé à plein de choses différentes suite à tous les commentaires qu'on reçoit des gens. Ça va être aussi en web diffusion. Puis on va faire l'Assemblée générale annuelle aussi dans le cadre de ce congrès-là. Donc, j'espère que vous allez être nombreux à venir nous voir ou à nous suivre en ligne. Ben moi, ce que je vais dire aux gens, c'est mettez-le dans l'agenda pour ceux qui veulent, assister à ce congrès-là. C'est bien intéressant le réseautage qui est aussi là-dedans. Fait que ceux qui sont en ligne, ben, le volet de la formation est super intéressant. Mais si vous le planifiez d'avance, ben, on va se revoir à Charlevoix. Moi, je vais être là, c'est certain. Chantal, merci d'être venue aujourd'hui. Ben, merci de l'invitation. Merci.